En tant qu'experts professionnels du droit de la Terre, nous voyons le système dominant aujourd'hui qui est un système qui s'appuie sur le fait que l'homme est supérieur, qu'il ne respecte pas, il n'a pas besoin de respecter la nature et qu'il ne comprend pas les bénéfices de la nature. Et en plus, qu'il n'y a pas de conséquences à ces effets. Pourtant, aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est les conséquences de nos actions. Nous vivons un moment d'urgence climatique et tout se déroule devant nos yeux. Nous voyons réellement toutes ces conséquences apparaître de par le monde. Ainsi, en tant que professionnel du droit de la Terre, nous devons combattre ce système dominant. Cela nous demande de nous engager à une pratique de décolonisation de ces idées et de reconstruction de nos relations avec nos sources de vie, c'est-à-dire la nature, la terre-mère, et bien sûr cultiver cette conscience de l'être humain en tant que membre de l'univers, partie de cette vie qui nous entoure. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs années. Une partie de notre approche est celle-ci. Nous avons une méthodologie du dialogue. Nous l'avons appris des peuples autochtones de l'Amazonie, parce qu'ils sont arrivés à la même conclusion que tous les autres peuples autochtones dans le monde, c'est-à-dire que nous devons reconstruire, remettre en avant notre conscience du fait que nous sommes partie intégrante d'un système de vie. Ainsi, cette méthodologie du dialogue que nous utilisons s'appuie sur l'apprentissage de la part des anciens dans les peuples autochtones, parce qu'il faut comprendre l'urgence de prendre conscience dans nos relations, dans notre façon de vivre, dans l'agriculture. Ainsi, dans cette session, au cours de cette session, nous allons mener un dialogue et nous allons tout d'abord donner la parole à Méthode, puis Gertrude et enfin Apollinaire prendra la parole. Donc je vais les présenter. Et l'objectif est d'avoir réellement un flux de conversation, que nous ayons un dialogue et ensuite nous demanderons à d'autres participants de poser leurs questions. C'est de cette manière que nous allons explorer cette méthodologie du dialogue. S'il y a plus de questions que prévu ou plus que nous puissions répondre aujourd'hui, nous aurons une session Zoom qui suivra. Alors nous allons commencer par Méthode qui vient du Zimbabwe. Il est expert en droit de la terre. Il a son diplôme depuis quelques années et il a cette expérience dans sa communauté. Ensuite, nous aurons Gertrude qui vient également du Zimbabwe et qui a également été formée à cette jurisprudence de la terre et a œuvré dans ce domaine pour la restauration des bonnes pratiques. Et enfin, nous terminerons par Apollinaire du Bénin, chef de sa communauté, qui travaille au sein de sa communauté pour la restauration et également avec d'autres communautés. Donc je vais tous leur demander de discuter, d'avoir un dialogue. Méthode, je vais donc vous demander de commencer ce dialogue. Merci, Lise. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Je suis Méthode Goudiza. Je vais parler avec vous aujourd'hui de la jurisprudence de la Terre. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris de mon apprentissage avec les anciens. Je travaille à leur côté, ici, en Afrique du Sud, dans la province du Pumuganda,
mais également avec des anciens de mon village, au Zimbabwe, dans le sud-est. Lise a parlé de cette jurisprudence de la Terre. Elle m'a demandé de vous dire quelques mots à ce sujet avant de commencer mon exposé. Et il y a vraiment une histoire derrière ce que nous avons dit ici. Il faut identifier les sources d'inspiration pour les anciens. Et la première est celle-ci. La nature elle-même. La nature est la source de vie, de droit. La deuxième source d'inspiration sont les peuples autochtones. Ils ont leur propre façon de vivre, leur propre système de gouvernance. Ils ont leur propre compréhension de leur interaction avec la nature. Afin de mettre en place des droits de la nature, il nous faut une approche raffinée, il faut l'observer, être adapté à l'écologie. Et donc nous devons être capables d'analyser les détails. Par exemple, le cycle de vie d'une abeille ou d'un petit pois et de sa graine. Mais il faut être également capable de mettre tout ceci dans un plus large contexte. Un contexte dans lequel le petit pois, mais également l'abeille, vivent ensemble. Et c'est cette compréhension des détails et des interactions qui nous permettent de comprendre les interdépendances de ce système complexe. Comme Lise l'a dit, les systèmes de gouvernance dans les communautés autochtones s'assurent que les communautés ne dérangent pas l'ordre de la nature, mais plutôt qu'elles y participent dans tous les processus de la vie. Les êtres humains doivent travailler main dans la main avec la nature. Je vous parle de ceci et je vais vous ramener à l'exploitation agricole, à la ferme. Quand on regarde la ferme, c'est un espace parfait pour devenir et obtenir cette alphabétisation écologique. C'est un espace pour comprendre notre connexion à la nature. Dans la communauté dans laquelle je travaille et dans celle d'où je viens, nous avons cette compréhension que la ferme, la famille, les cultures sont en relation avec ce que nous appelons les sites sacrés naturels. Ce sont des lieux de biodiversité, des régions qui ont pour nous une signification spirituelle, des lieux où les peuples autochtones se rendent afin d'y effectuer des rituels. Et je vais vous partager une cérémonie. C'est une femme plus âgée qui me l'a expliqué. Ce rituel est celui du Matatanda. C'est une cérémonie. C'est la cérémonie des premiers fruits. Lorsque les cultures sont prêtes à être consommées, les premiers fruits de la terre, les premiers concombres, les premiers maïs, à ce moment-là, les anciens prennent tous ces produits. Lorsque les femmes leur ont dit qu'ils sont prêts, et donc ils se retrouvent dans ce lieu de rituel et ils vont commencer à chanter et à danser.
et offrir les premiers fruits aux esprits de la terre. Et donc ils vont offrir ces premiers fruits aux cohabitants de la terre. Cela veut dire que les oiseaux pourront les manger, les babouins, les lapins. Tout ceci est réellement en l'honneur de tous. Par exemple, du soleil qui a permis d'avoir la bonne culture, le vent qui n'a pas été trop fort pour les cultures, les pluies qui ont été suffisantes. Dans ce rituel, ces premiers fruits sont offerts à tous les autres êtres de la nature pour qu'ils puissent manger avant que les êtres humains ne mangent. Et ça, c'est les anciens qui me l'ont appris. Cela nous permet de reconnaître que la famine, ce n'est pas uniquement le travail des agriculteurs. Parce qu'en effet, si nous plantons et que les abeilles ne viennent pas, alors notre énergie est gaspillée. C'est ce que nous devons comprendre, vraiment. Lorsque nous cultivons des cultures que nous mangeons, tout d'abord. Mais nous produisons également des cultures qui sont sacrées. Par exemple, le millet. Parce que c'est le millet qu'on offre en offrande. Il est récolté par les communautés qui produisent les bières qui seront offertes durant ce rituel. Donc il y a le rituel des premiers fruits et d'autres rituels. Et tout ceci est vraiment une compréhension que la famine n'est pas uniquement l'œuvre de l'homme. La famine, l'agriculture plutôt, est notre façon de participer à ce que font les autres êtres vivants sur la terre. Parce que la terre est sacrée. La terre est vivante. Lorsque la terre souffre, l'atmosphère souffre, tout le monde change, tout change. À tout instant, il y a des changements. Et ça, c'est la vie. Et ça, c'est le fait que c'est sacré. Nous avons une autre pratique dans mon village. Quand nous cultivons, avant de vider la terre, nous allons vérifier quels sont les arbres présents. Et certains seront laissés. On ne va pas les enlever de l'espace cultivé. Et lorsque vous commencez à cultiver, à planter, vous devez laisser également des plantes sauvages, des légumes sauvages. Certains sont utilisés quand même pour l'alimentation, mais d'autres sont juste laissés là pour faire partie de la terre. Et ceci, nous le reconnaissons. C'est comme ça que nous devons voir la vie, où qu'elle soit, où qu'on soit. Et l'agriculture, c'est un endroit où l'être humain donne son énergie, passe son temps en relation avec la nature. Le sacré est partout autour de nous. Dans la majorité des États africains, il y a cette culture des totems, où nous reconnaissons nos relations avec les animaux. Nous reconnaissons nos relations avec certains oiseaux.
Ce faisant, nous vénérons littéralement ces animaux. Nous les voyons avec énormément de respect. Ils sont sacrés pour nous. Ce sont des êtres avec qui nous travaillons, nous collaborons pour produire de la nourriture. C'est ce que les anciens me disent. La terre est sacrée. S'il vous plaît, ne la désacralisez pas. Et quand ils me disent ça, en fait, ils veulent me dire, ne mettez rien sur la terre qui puisse en faire partir la vie. Je vais m'arrêter ici. Et je vais donner la parole à mon collègue pour continuer cette histoire. Merci beaucoup, Méthode. Cela m'a amené à beaucoup de souvenirs parce que nous venons de la même tribu, les Shona. Et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses communautés par mon travail. Nous travaillons avec différentes communautés au Zimbabwe. Et j'ai pu comprendre la sagesse des peuples autochtones et leur compréhension de la terre. Et j'aimerais parler un peu plus de ce que Thomas Bering a dit, cette idée que la terre est composée d'un réseau, d'un entrelacement de vie dont les êtres humains font partie. Ce que nous avons découvert, c'est que la société industrielle a déconnecté les êtres humains de ce filet de vie. Et c'est ce que Thomas Sabin nous dit. Nous devons nous reconnecter, nous devons participer à nouveau à ce réseau complexe. Dans les peuples Shona, il y a cette reconnaissance que nous sommes partie de la nature. Nous séparer de la nature, c'est refuser de faire partie de la vie, refuser de survivre. Et je voulais également vous parler de cette connaissance des Shona, c'est-à-dire que toute vie est sacrée. Nos ancêtres ont pris le temps de passer du temps dans la nature, d'apprécier l'importance des différents éléments qui entouraient leur communauté, les éléments vivants. Toute vie est sacrée. Donc, par exemple, vous n'alliez pas prendre un bain avec du savon dans une source parce que ce serait un sacrilège. Ils comprenaient que les forêts étaient sacrées. Et donc, ils ont compris les lois de cette gouvernance autochtone. Chez nous, lorsque nous coupons des arbres sacrés, les chefs de tribu vous retrouvent parce que on ne prend pas seulement les fruits, vous prenez l'arbre. Vous ne pouvez pas aller dans la forêt et commencer à détruire la forêt parce que tout le monde reconnaît au sein de ces peuples autochtones que les forêts sont une forme de vie, que les arbres sont une forme de vie et donc ils sont sacrés. Dans ma tribu, j'ai appris que certaines forêts sont sacrées au point que si vous y rentrez et que vous ne respectez pas cette forêt, vous allez vous y perdre parce que ces forêts sont vivantes et elles peuvent se mettre en communion avec vous, elles peuvent ressentir votre énergie. Si vous n'êtes pas sacré et que vous ne reconnaissez pas le caractère sacré de cette forêt, vous le mettez à mal et Thomas Berry nous en parle. Tout ce qui est en vie est sacré. Et les peuples autochtones nous disent la même chose. Toute forme de vie est sacrée. Cependant, notre attitude, qui a plutôt été dernièrement
lié au côté industriel, en voyant la nature comme quelque chose de mécanique qui n'a pas de forme de vie. Ceci nous a forcés à faire des sacrilèges, à souiller des lieux sacrés avec la déforestation pour produire de la nourriture. Notre façon de penser qui est poussée par les pratiques industrielles nous ont déconnectés de l'agriculture de manière sacrée qui permettent de remettre la vie dans la ferme. Disconnection when we are farming to say my farm is disconnected from the forest. Mon exploitation est déconnectée de la forêt ou de l'eau ou des abeilles. Ceci est le pansement qui a été mené par le pansement industriel. Tout ce que nous voyons sur la Terre est lié, est connecté. Nous sommes connectés à la Lune, au sol et aux étoiles. On est connecté aux oiseaux, aux insectes, au sol, à la terre. Et il faut comprendre que pour travailler avec toutes ces différentes formes de la vie, c'est une responsabilité, comme des êtres humains, de participer dans ce système qui est très complexe et séparé en soi-même. Donc, sans vraiment prendre le temps d'écouter ces voix silencieuses, le sacré a une voix. Mais dû à notre déconnexion, nous n'entendons plus cette voix silencieuse qui continue à nous parler tous les jours quand nous allons dans la nature, même dans nos jardins, dans nos exploitations. Quand nous allons sur la terre, il faut écouter le sacré qui nous parle dans une manière silencieuse, parce que le sacré a sa manière de nous parler, mais il faut se connecter. Il y a cette manière de penser industriellement qui nous a infiltrés. Donc, on a perdu la capacité d'entendre la voix du sacré. Donc, je pense que cela est quelque chose qui a été très profond dans des communautés indigènes. Parce que c'est dans la nature où on trouve le droit et les lois. Et c'est là qu'on peut entendre et communiquer avec ce droit et vivre, apprendre à comment vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Donc, j'ai eu le privilège de connaître des communautés qui essayent de leur communauté, leur système de gouvernance. Et j'ai vu des communautés qui ont vu la relation entre la Lune et les étoiles, et les animaux, les insectes, et qui reconnaissent vraiment toutes ces formes de vie. Maintenant, quand on regarde les formes d'agriculture, c'est souvent très chargé avec des produits chimiques et des pesticides qui tuent la vie. C'est propulsé par le besoin de nourrir toute la population humaine, mais qui ne regarde pas des autres formes de vie sur notre planète. Et moi, j'ai l'impression que là, ça, c'est une déconnexion totale qui existe. Et les humains doivent reconnecter à cette communauté plus large sur la Terre. Ce que j'ai appris de ma communauté et la peuple Shona, c'est qu'il existe une loi. Et je vais vous donner un exemple. Les Shona reconnaissent le fait que dans la vie,
il y a un processus et puis il y a le droit de repos. Donc, avec la peuple Xhosa, il y a un droit qu'ils appellent le Xhosi. Et donc, ça, c'est le droit de donner la terre le temps de se reposer. Ça, c'est un droit qui a été découvert par nos ancêtres. Ils ont pris le temps, ils ont compris le fait que la nature fonctionne dans une manière. Il y a toujours une activité, mais puis il y a toujours le temps pour le repos. Donc, parfois, il faut laisser les champs se reposer. Et cela fait partie des pratiques agricoles Shona qui ont été introduites afin d'aider la communauté à participer dans l'agriculture, dans une manière qui respectait les droits de la nature et dans une manière organisée et naturelle aussi. La peuple Shona ont aussi utilisé cette idée qui disait que dans ce contexte du système de la Terre, on ne peut pas seulement prendre la vie. La vie ne nous appartient pas. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et donc, il y a cette reconnaissance que quand nous faisons l'agriculture, on ne peut pas juste couper des arbres, il faut laisser les arbres dans les champs afin qu'ils puissent devenir ce qu'ils étaient, ce qu'ils devenaient d'être. Donc, il y a cette relation avec l'arbre, mais il y a aussi une relation avec la terre, le sol et l'eau. Un agriculteur au Zimbabwe qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Nelson Mazingwa. Il va parler dans une de ses sessions cette semaine, mais il dit que l'eau parle, l'eau a une voix. Et cela a été répété par Sefenaya Piri. Il était connu comme le moissonneur de l'eau au Zimbabwe. Et il a dit que nous ne comprenons pas l'eau, mais en comprenant le langage de l'eau, on va pouvoir avoir une relation avec l'eau. Mais cela nous demande d'être présents dans la nature, être présents pour pouvoir observer comment l'eau nous parle, comment l'arbre, comment les insectes, comment les rivières et même les montagnes, les ciels nous parlent. Mais parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas présents. On est toujours en plein rush, on est toujours pressé, donc nous ne voyons pas les interconnexions qui existent dans ce réseau très complexe de la vie. Donc, ce que j'ai compris de la peuple Shona et des autres communautés indigènes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il faut vraiment regarder l'agriculture d'une perspective de la connexion. Un point clé, c'est que l'agriculture n'est pas monodimensionnelle, c'est polyvalent. Et cela est vrai. En nous écoutons les communautés autochtones, ils parlent toujours du rythme naturel, du système lunaire, du système solaire, par exemple. Il y a aussi une connexion avec le monde des esprits. Dans notre culture, dans la culture Shona, nous avons un rituel où nous allons vers nos ancêtres et nous les demandons pour les pluies, parce que nous savons que le monde des esprits participe aussi dans notre présent et dans nos pratiques agricoles actuelles. Nous savons que quand il faut planter nos semences, il y a des rituels. Et les rituels sont une manière de rejoindre le monde physique avec la dimension du monde des esprits, où nos ancêtres vivent. Et ce lien établit un système complexe.
Mais malheureusement, quand nous regardons le système agricole actuel, il y a un désaccord avec les ancêtres. Les rituels ne sont plus pratiqués. Il y a une déconnexion avec le monde sauvage où l'agricole a été né. J'ai travaillé avec la Banque nationale des gènes qui parle de l'importance de garder des semences parce qu'ils sont les plantes parentes qui ont formé les semences domestiquées que nous avons maintenant. Mais cette déconnexion nous montre qu'il y a vraiment un besoin de retourner à nos racines et de nous reconnecter avec la nature et avec nos ancêtres. Il faut refaire nos rituels et respecter les traditions africaines. J'espère que je vous ai donné de quoi réfléchir. Et je vais maintenant passer la parole à Apollinaire. Apollinaire, vous êtes là? Merci, esprit de la communauté du Bénin. Je suis des peuples Taurinou du Bénin et principalement de la dynastie des Royaumes. Aujourd'hui, 10 janvier au Bénin, le monde célèbre la journée des religions traditionnelles au Bénin. Et c'est une fête qui est instituée, une reconnaissance qui est instituée pour se rappeler de la religion endogène que nous avons eue avant, pendant et après le christianisme et toutes les autres religions qui sont venues après. Et selon cette religion, la terre est sacrée. Et les communautés, plusieurs communautés au sud du Bénin avec lesquelles nous travaillons, constituent la terre comme sacrée. Il y a même un dieu qui est dédié à la terre qu'on appelle Dieu Sapata. À ce dieu, comme les autres collègues l'ont dit, les premières récoltes de toute production doivent retourner à la nature, doivent dire merci à la terre de nous avoir donné à manger. Et en tant qu'expert en jurisprudence de la terre, je me rappelle de ce que Thomas Berry a dit. Nous ne sommes pas venus sur la terre, nous sommes venus de la terre. C'est pour cela, au sein de ces communautés autochtones et locales au Bénin, à la naissance, chaque enfant qui naît doit avoir une bonne relation avec la terre. Premièrement, le placenta de l'enfant est retourné à la terre selon les rituels de cérémonie de sortie. Et cet enfant, si c'est une fille, le 7e jour, il doit faire son retour à la nature, au champ. Si c'est un garçon, le 9e jour, il faut qu'il retourne au champ. Au dos, l'enfant qui est porté au dos va cultiver la terre pour dire merci de l'avoir laissé venir. C'est comme le signe de baptême. Et à cet enfant, on donne une certaine quantité de semences. Ça peut être de l'haricot, de l'IEB, de mil, de millet ou de maïs. Le tout mélangé pour dire à l'enfant, tu fais partie de la terre, tu fais partie de la nature. Cette semence qui est portée avec l'enfant et la mère constitue pour nous le début d'une nouvelle vie, une vie qui est venue de la terre et une vie qui est venue de la nature. Et ces semences, c'est aussi signe de productivité pour le son séjour sur la terre et aussi pour sa connexion avec la nature et la terre. Je me dis, le peuple autochtone continue de respecter cette tradition, ce qui signifie que nous sommes venus de la terre et tôt ou tard, nous devons retourner à la terre. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, dans les peuples autochtones, les anciens nous apprennent que pour même saluer le plus âgé
Et dans les rituels, il faut se prosterner sur la terre, il faut s'agenouiller sur la terre, il faut donner le respect à la terre. Et nous nous nourrissons à partir de la terre en travaillant logiquement pour que et le règne végétal, règne animal, ainsi que la règne des humains puissent cohabiter ensemble. Dans les connaissances androgènes, dans les religions traditionnelles, au Bénin, d'où je viens, dans le peuple Tori, le principe divin ou le principe sacré est ce principe dans lequel l'homme et la nature ne font que un. L'homme et la terre ne font que un. Et ils ont institué depuis des millénaires que sur 7 jours, on travaille la terre pendant 6 jours et on laisse un jour pour que la terre puisse se reposer. Et c'est des jours où on prie dans les forêts, dans les couvents et entre familles pour éduquer aussi les enfants. Et pour avoir les bienfaits de cette nature, il y a des forêts sacrées qui sont dédiées à aller demander la pluie, à aller demander la bonne récolte. Et c'est dans la nature qu'on se connecte à ces divinités qui sont des divinités qui installent des cérémonies dans les forêts sacrées, en milieu agricole avec la. Aujourd'hui, de nos jours, les sites, ça conserve les espèces rares, des pollinisateurs. Et tout à l'heure, on a parlé de l'abeille. L'abeille constitue pour nous une divinité. C'est à adorer. Sans les pollinisateurs, il n'y a pas une pérennisation de la vie. Et ces pollinisateurs, nous avons les abeilles, les oiseaux, les singes, etc., etc. Et ces éléments constituent pour nous des éléments qui font partie intégrante de notre vie. Mais malheureusement, avec l'anthropocentrisme et l'égoïsme des humains, nous avons tous compris que nous pensons que nous sommes supérieurs à la vie et nous détruisons ces forêts sacrées, couplées avec la disparition de certaines connaissances ancestrales, ce qui nous oblige ou nous a conduit à des crises que nous avons aujourd'hui. Que vous soyez du Bénin, de l'Europe, des États-Unis, du Canada, nous avons un destin commun, c'est la terre. Nous ne sommes pas seulement un élément de la terre. Les baleines de l'Antarctique viennent sur les côtes de l'Atlantique au Bénin pour se reproduire. Les tortues du Bénin vont partir en Guyane française, etc., etc. Eux, ils n'ont pas besoin de passeport. Les pollens n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte d'identité. Donc, les pollens, le vent circule. Et nous, au niveau des peuples autochtones, nous avons compris qu'en dehors de l'homme, nous devons garder les relations homme-nature. Et autour de ça, dans un monde qui existait avant nous, la nature, la terre peut exister sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans la terre. Parce que c'est elle qui nous vêtue, qui nous nourrit et qui aussi nous loge. Parce que si un jour la terre s'ouvre, la terre qui nous soigne s'ouvre, la nature est détruite, tout est en déconfiture, les hommes vont disparaître. Est-ce que ce n'est pas aussi plus intelligent que nous puissions aussi avoir de respect pour cette terre? Et c'est ces lois que les peuples autochtones, ils respectent. Et parce que la terre est sacrée, ils amènent toujours les enfants à connaître quelle est leur limite par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il est important que les hommes puissent savoir que autour des 4 éléments qui nous lient, l'eau, la terre, le vent et le feu, et quand je dis le feu, c'est le soleil. Et parmi nous, qui peut payer l'électricité du jour que la nature nous donne? L'électricité du soleil. Personne. Qui peut payer l'oxygène que nous recevons de la nature du vent? Personne. Qui peut payer le service que la terre nous rend? Personne d'ailleurs. Mais ces éléments, et l'eau qui circule,
L'eau qui a des langages, à chaque terre ses langages, l'eau a des langages, le vent a des langages. Et nous sommes debout si quelqu'un n'a pas d'eau dans son corps. C'est pour cela que, en matière d'agriculture, nos parents ont toujours respecté le principe de l'équilibre entre l'homme et la nature. Ce que vous recevez de la nature, et vous voyez, c'est un cycle générateur. On est, on grandit, on meurt. Que vous soyez brûlé, que vous soyez enterré aujourd'hui, c'est que les hommes puissent comprendre. Et la terre. Il faut trouver un temps pour être en harmonie avec la terre et la nature. Donc nous pensons que cette terre que nous laisserons à une génération ne nous appartient pas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes dans un séjour et nous devons travailler pour que cette terre soit une terre qui est vivable pour notre génération et des générations à venir. Une chose est sûre, la nature peut vivre sans les hommes. La terre peut rester sans les hommes, mais nous, humains, nous ne pouvons pas vivre sans la terre. C'est toujours important que nous puissions savoir le mal que nous faisons à la terre, nous le faisons aux humains. Le bien que nous faisons à la terre, nous le faisons aux humains. Je vous remercie de m'avoir écouté et je pense que c'est ensemble, noirs et blancs, rouges et noirs, quelle qu'en soit votre destination, où vous êtes, la terre, c'est notre destin commun. Riches ou pauvres, la terre a besoin de nous comme nous avons besoin de la terre, maintenant et pour toujours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était fabuleux. Je pense que maintenant, pour rester dans nos limites de temps, nous allons passer aux questions. Nous aurons le temps de discuter de ces questions tous les quatre. Et je pense que nous avons quelques questions ici, donc ce serait peut-être bien d'y amener les autres participants à également y répondre. La première question que je pense nous devrions explorer est celle-ci. Comment les personnes qui ont commencé ce travail de se reconnecter et de recréer ses racines avec la nature, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces personnes qui commencent ce travail de restauration, de soins, de réparation de leur connexion? Peut-être que méthode, vous voudriez commencer? Merci, Lise. Merci pour la question. J'aimerais revenir à ce qui a été dit et également ce que j'ai dit dans ma remarque, dans mes commentaires au début. Quelles sont nos inspirations? Eh bien, tout d'abord, c'est la nature. C'est la première inspiration, source d'inspiration que nous avons. Pour se reconnecter à la nature, pour commencer ce chemin, c'est cette première inspiration que nous devons prendre en compte. Et comme vous le savez, comme nous l'avons dit, nous sommes la nature. Nous faisons partir de la nature. Donc, pour faire ce trajet, il faut passer du temps dans la nature. On pourrait se dire que chacun pourrait trouver un endroit où il pourrait aller pour passer un certain temps dans la nature. Certains vous diront, c'est compliqué, je vis par exemple au deuxième étage d'un appartement, comment je fais dans ces cas-là? Eh bien, par exemple, vous pourriez planter quelque chose. Planter des graines, observez-les, regardez-les pousser, regardez ce qu'elle devient. Quand elle fleurit, quand elle grandit. Je pense que passer du temps avec la nature, dans le calme,
C'est une façon de se reconnecter à la nature. Et je vais laisser les autres panélistes ajouter à ma réponse. Peut-être que je peux prendre la parole. Avant de travailler dans la jurisprudence, j'étais une fille tout à fait urbaine. J'étais totalement concentrée sur cette façon de penser industrielle. Ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une ouverture d'esprit à apprendre, mais également à désapprendre ce qui m'avait été enseigné par le système, être ouvert à un nouveau moyen de penser, une nouvelle façon de penser, à ce que les peuples autochtones pratiquent depuis toujours. Donc, il convient de changer notre attitude, passer de la brutalité envers les autres formes de vie à autre chose. Nous devons également décoloniser nos esprits. Je pense que c'est vraiment le point de départ. Lorsque vous vous rendez dans la nature, vous êtes ouvert, il faut vous montrer ouvert, vous êtes capable d'être touché par cette nature, de l'entendre. Et donc je pense que c'est une autre façon de commencer, c'est-à-dire en décolonisant vos esprits et être prêt à apprendre et désapprendre ce qui vous a été enseigné. Apollinaire, voudriez-vous ajouter quelque chose? Absolument. Aujourd'hui, retourner à la nature, se reconnecter, c'est d'abord de ne pas se sentir supérieur à la nature. Il nous est dit quelque part que peut-être le Créateur a créé l'homme à son image et l'homme veut tout dominer. C'est d'aller simplement à la nature en laissant ses préreçus et en décolonisant son mental. Parce que notre mental est dit tellement que nous sommes supérieurs aux autres. Alors que vous voyez l'exemple de Covid qui est à peine visible, qui nous a disciplinés, nous tous. Ça veut dire que nous devons aller à la nature avec une certaine ouverture et en même temps avec de la flexibilité. Regardez le soleil se lever un jour. Est-ce que nos vacances dans un milieu naturel, mais trouver un temps même pour pouvoir vivre parmi vous des petites graines dans des pots, je pense que ça vous connecte à vous-même. Vous allez voir la photosynthèse se réaliser, vous allez voir les plantes se développer. Trouver un arbre quelque part dans votre ville, allez, même si c'est dans un carrefour, se connecter à ça, ça vous donne vie, ça vous fait régénérer. Voilà ce que je peux ajouter à ce que les collègues ont déjà dit. Merci à tous pour votre réponse. J'ai une autre question. Quelle est cette relation entre la jurisprudence et le sacré? Peut-on réellement faire confiance à l'État et au droit pour protéger les questions sacrées? Yes. Thank you. Merci Lise. Again, I'll go back to the opening remarks. Je vais encore revenir à mon premier commentaire. La deuxième inspiration de la jurisprudence de la Terre, ce sont les pratiques et les connaissances autochtones. Et j'aimerais parler de ce que Gertrude nous a dit. Il y a un jour du mois dans la culture Shona qu'on appelle Tissi. Et ce jour est le jour de la reconnaissance de l'idée que la Terre est vivante et que
tous les jours, lorsque nous faisons de l'agriculture, nous la faisons travailler. Et donc, il faut lui donner du temps pour se reposer. Et c'est devenu une loi. Donc, notre loi est dérivée du fonctionnement de la Terre. Et la gouvernance ne dépend pas de ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres. Non, c'est ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres en relation avec la Terre et à la nature. Donc, dans la gouvernance autochtone des peuples autochtones, nous voyons cette inspiration qui vient de la nature. Donc la loi, d'où vient-elle? C'est ça qui est important. Si la loi vient du besoin de soutenir les entreprises, le business, ce n'est pas du tout la même chose, on est d'accord? Puisque l'accent est mis sur le profit, les bénéfices. Mais quand la loi vient de la nature, alors là, nous sommes dans un respect de toutes les formes de vie. Et donc on ne parle pas ici de plantation, par exemple. On ne parle pas de grandes exploitations pleines de blé, parce que c'est pas ça la terre. La nature n'est pas comme ça. Les forêts ne ressemblent pas à cela. Voilà. Pour moi, la réponse est celle-ci. La jurisprudence doit venir de la nature, de la loi qui dérive de la nature. Et pourtant, c'est quand même la loi. Et je donne la parole aux autres. Merci, méthode. Je suis désolé, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et pour ceux qui veulent continuer à discuter, vous pouvez vous rendre dans la salle Zoom et nous répondrons aux questions suivantes pour ces personnes qui nous rejoindront. Je dois terminer malheureusement cette session et nous pourrons nous rendre dans la salle Zoom. Donc j'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé. Je suis vraiment désolé, il y avait de très bonnes questions. On n'a juste pas le temps de continuer, donc j'aimerais remercier Méthode, Gertrude et Apollinaire, parce que vous nous avez vraiment donné des réflexions magnifiques. Et j'aimerais terminer cette session en disant que nous avons l'habitude de penser les choses de manière complexe. Un système qui est destructif et le système de la vie, nous le voyons tous de manière très complexe. Mais en fait, tout voyage vers la connexion profonde avec la nature, ça commence par des étapes simples. Si nous pouvons aller dans des endroits magnifiques dans la nature, c'est génial, d'accord. Mais, comme certains l'ont dit, il suffit parfois de faire pousser 2-3 graines dans un pot. Et de cette manière, on peut trouver la nature, que ce soit dans un parc. Certains vivent dans des régions urbaines, nous pouvons aller dans les parcs, et parfois, on n'y a pas même accès. Donc c'est juste une question de savoir, de changer la façon dont nous évaluons notre relation avec la nature. Nous devons l'approfondir, comme nous le faisons entre nous. Nous essayons de nous comprendre plus en profondeur, et c'est la même chose avec la nature. C'est de cette manière que nous apprendrons, que nous en apprendrons dans la nature, et que nous apprendrons ses lois, et nous ne les violerons pas, puisque nous les ressentirons. Il y a des questions bien plus grandes, comment changer le système, et nous pouvons continuer cette discussion. Mais je pense que, en essence, la façon dont nous le voyons, c'est que nous devons commencer à penser cette pensée par une intégration de nous-mêmes dans la nature. Parce que sinon, nous allons penser toujours avec cet état d'esprit de domination de l'être humain. Et vraiment, nous devons comprendre que nous sommes dans une autre conscience. Nous devons nous mettre dans cet état d'esprit que nous sommes partie d'un réseau, d'un fil de vie, pour nous assurer que les générations de toutes les espèces à venir auront une vie
sur notre planète. Donc merci beaucoup à tous. Et pour les personnes qui le peuvent, nous nous revoyons dans la salle Zoom juste à la suite.